Je suis très honorée aujourd'hui de pouvoir vous apporter un éclairage nouveau sur ces relations entre le mangeur et la viande. Dans le cadre de ces controverses qui sont effectivement très difficiles, qui sont difficiles pour vous les éleveurs, puisque vous êtes passé d'un modèle de développement économique parfait depuis 50 ans à une accusation tous azimuts. Controverse difficile pour le mangeur aussi, qui ne sait plus à qui se vouer pour savoir ce qu'il faut manger. Difficile notamment pour les plus fragiles d'entre nous, puisque vous parliez de l'Italie. Moi, j'ai eu encore le cas récemment en France, dans le cadre de mes activités, de 4 petits, voire des bébés allaités par des mères véganes et qui étaient d'une maigreur tout à fait anormale. Donc effectivement, il est temps de prendre l'initiative et de pouvoir comprendre ce qui se passe derrière ce débat. Manger de la viande, c'est une question fondatrice. Vous voyez bien qu'on ne s'en sort pas dans ces débats sur la consommation d'animaux. Quand un argument finit par être éclairé, un autre arrive. Quoi qu'il arrive, de toute façon, la viande a tort et on a tort de consommer de la viande. Alors pourquoi en fait tous ces débats ? Parce qu'en fait, ils ne sont que la partie visible d'un autre débat bien plus ancien, un débat qui a été fondateur de la culture alimentaire humaine. C'est un débat qui s'est invité pour la première fois il y a 7 millions d'années, lorsque le premier de nos ancêtres, le premier être humain, a pris conscience qu'il existait, qu'il y avait un univers autour de lui et qu'il était dans cet univers. Il a commencé à se poser des questions. Et depuis 7 millions d'années, nous allons voir qu'il n'a pas attendu les controverses modernes pour penser la question de la consommation de viande. Pour comprendre cette question, il faut, comme Jacques Rollet l'a dit, se poser tout simplement la question de l'acte de manger. L'acte de manger, c'est tout sauf quelque chose d'anodin. C'est un triple enjeu. D'abord, c'est un enjeu vital. On a besoin de manger pour vivre. Et Jean-Louis Flandrin, le grand historien, disait que finalement, la seule maladie dont a souffert l'humanité, qui a entraîné toutes les autres, c'est une maladie de carence alimentaire. Quand on n'a pas assez à manger, on attrape tous les microbes qui passent. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu symbolique. Manger, c'est l'acte le plus intime qui soit. Intime, c'est le superlatif d'intérieur en grec ancien. Manger, c'est le mouvement par lequel nous faisons franchir à l'aliment la frontière entre le monde extérieur et nous-mêmes. Et vous savez, on parle beaucoup de frontières aujourd'hui dans l'actualité, et on ne fait pas passer n'importe qui aux frontières. Et enfin, c'est un enjeu social. Vous savez qu'aujourd'hui, les historiens, les paléontologues sont d'accord pour dire que l'activité de se nourrir, qui est quotidienne, et notamment l'activité de se nourrir d'animaux, a permis de créer des liens qui ont constitué les groupes humains et qui ont été même fondateurs de la civilisation humaine. Alors je reviens 2 secondes sur cet enjeu vital qui nous permettra de comprendre le reste. Vous vous souvenez de vos cours de sciences nat, l'être humain est un omnivore, c'est-à-dire qu'il peut et qu'il doit manger de tout pour survivre. C'est un avantage, la variété. Mais en même temps, l'inconvénient, c'est qu'il ne sait pas d'avance les aliments qui sont bons pour lui, et c'est un véritable casse-tête. Alors pourtant, depuis 200-300 millions d'années, tous les animaux s'en sortent assez bien sans avoir besoin de diététiciens. Et on s'est aperçu dans les années 80 que notre corps avait un dispositif biologique très puissant pour pouvoir nous dire ce dont nous avons besoin. Ce dispositif, c'est un dispositif tout d'abord inné. Nous avons de façon innée le goût pour certains aliments qui sont bons pour nous. Ce sont les 5 saveurs. Le goût pour le sucre, c'est absolument inné, ça nous permet de survivre. Le goût pour umami, qui a été découvert par les Japonais, qui est en gros le goût pour le jus de viande, pour les protéines. Et nous avons 3 saveurs qui sont pour nous une aversion, qui sont la saveur salée, acide et amère, qui nous permettent génétiquement de nous protéger des produits toxiques. Nous avons ensuite un dispositif cérébral dans l'hypothalamus, au niveau du centre de la satiété, qui est un dispositif d'apprentissage biologique. Lorsque nous mangeons, nous avons des récepteurs digestifs qui analysent la composition de l'aliments, qui l'envoient au cerveau. Le cerveau rentre ça dans une banque de données. Et ensuite, il sait, lorsqu'il a besoin d'un nutriment, nous donner envie de manger ce qui correspond à ce nutriment. J'ai envie de calcium, je vais avoir envie de manger un yaourt. J'ai envie de fer, je vais avoir envie de manger la viande. Et ça fonctionne très bien. Vous voyez, par exemple, chez le peuple bantou, il y a une expression spéciale qui dit « j'ai faim de viande ». Et enfin, donc, bien sûr,
Troisième dispositif spécifique aux animaux sociaux, c'est l'apprentissage par imitation des congénères. En gros, je regarde ce que les copains mangent, si au bout d'une demi-heure ils s'écroulent, je sais que c'est du poison, donc je ne goûte pas. Et si je vois qu'en mangeant un tel aliment, ils se sentent en pleine forme, je vais aussi en manger. On a pu observer que dans toutes les civilisations, chez toutes les ethnies, le discours sur la viande est toujours un discours positif et consensuel. Je vous ai mis là quelques phrases. Vous voyez que la viande est vraiment l'aliment désiré et qui répond le mieux aux besoins de la société, à tel point que les historiens ont pu dire que l'on peut voir le niveau de développement d'un peuple à sa consommation de viande. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas le peuple s'est développé économiquement, donc il a pu manger plus de viande. C'est le contraire. À partir du moment où un peuple a pu manger plus de viande, on constate qu'il y a une prospérité économique, tout simplement parce que la viande permet d'avoir une meilleure santé. Je vous l'ai dit, le deuxième enjeu symbolique, c'est la question de l'incorporation, ce que j'incorpore dans mon corps. Qu'est-ce que c'est que cet aliment étranger que j'incorpore dans mon corps? Parmi tous les aliments accessibles, parmi tous les aliments comestibles, nous mangeons ceux qui nous sont plaisants, mais pas seulement, nous mangeons uniquement ceux qui sont bons à penser. Et Claude Fischler disait dans L'Omnivore que tout ce qui est biologiquement mangeable n'est pas culturellement mangeable. Alors pour savoir quels sont ces aliments qui sont bons à penser, l'homme a des outils conceptuels. Le premier, c'est la pensée classificatoire. Nous classons tout l'univers de toute façon, et en particulier les aliments pour savoir ce qui est bon, mauvais, licite, illicite, sain, malsain, pur, impur, ce qui est semblable à nous, ce qui est étranger. Ça donne des représentations, ça donne des pratiques, des normes, c'est ce qu'on appelle la culture alimentaire. Et c'est un fait qu'aucun autre aliment que la viande n'a fait dans l'histoire de l'humanité l'objet d'interdits, de prescriptions, de classifications. Nous ne mangeons pas tous les animaux, nous ne mangeons pas tous les mêmes animaux, pas autant chacun, pas la même cuisson, rôti, bouilli, ça donne lieu à des classifications symboliques. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a aussi une classification très spécifique, genrée. Pour les hommes, c'est plutôt la viande saignante, le sang, et pour les femmes, c'est plutôt ce qui ne contient pas de sang. Cet enjeu symbolique, c'est aussi ce qu'on appelle en sociologie la contamination magique, qui a été mise en lumière par Matti Kiva, avec deux éléments qui sont la contagion et la similitude. Alors, on n'est pas dans la magie. La magie, c'est un terme scientifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de base scientifique, c'est uniquement dans l'imaginaire, mais c'est fondateur là aussi de la pensée humaine. Un aliment touché par un élément bon ou mauvais se contamine à son tour en bon ou mauvais. Et si on met une image sur un aliment, l'aliment devient cette image. Alors il y a tout d'abord la contamination négative. Ce sont les célèbres expériences de Rosin dans les années 80 et qui faisait un amphithéâtre avec ses étudiants. Alors... oui, là c'est une petite inversion d'image. Alors voilà, concernant la consommation de produits animaux, la contamination qu'on observe dans le discours des consommateurs, c'est une contamination par le côté bestial. Vous savez que l'être humain, par définition, veut s'élever vers l'esprit. Et j'y reviendrai, lorsqu'on consomme un animal, finalement on consomme une bête, et c'est un petit peu contraire à ce besoin de s'élever vers l'esprit. Une autre contamination, j'y reviendrai aussi tout à l'heure, c'est la contamination de la mort, parce que finalement un animal, c'est un animal mort lorsqu'on le mange, donc est-ce que je ne dois pas être contaminé par l'image de la mort? Alors ces fameuses expériences de Rosin, vous pouvez vous amuser à les faire avec vos amis, ça marche à tous les coups. Dans un premier temps, je prends une bouteille de lait qui est neuve, donc je l'ouvre devant mes étudiants, je défais le petit aluminium qui est collé, donc tout le monde voit qu'elle est propre. J'invite un étudiant à venir boire un verre de lait, je lui sers le verre de lait, il boit le verre de lait très bien. Ensuite, je sors une étiquette de ma poche où il y a écrit poison et je colle l'étiquette sur la bouteille. Et je repropose à l'étudiant de boire un verre de lait. Eh bien, plus personne ne veut boire le lait, pourtant tout le monde a vu que la bouteille était neuve, qu'elle ne peut pas être contaminée, mais le seul fait qu'il y ait écrit poison, on a un doute, plus personne ne veut en boire. Il a fait aussi l'expérience avec un verre, alors il propose à un étudiant de lui servir à boire, il met de l'eau dans un verre, il met du sirop dans l'eau. Alors le sirop reste au fond, et il tend le verre à l'étudiant. Donc l'étudiant lui dit, mais je voudrais quelque chose pour remuer. Pas de problème. Il sort de sa poche un peigne, alors qu'il est dans un emballage scellé, donc il ouvre l'emballage, et tu vois, le peigne est propre, il le met dans le verre, il remue, il lui tend le verre.
ben, ça marche à tous les coups, plus personne ne veut boire, parce que dans notre imagination, le peigne, ça a touché le cheveu de quelqu'un d'autre, et les cheveux de quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre, on ne veut pas l'incorporer. Donc on ne veut pas boire le sirop. Donc là aussi, toutes ces campagnes dont nous avons eu quelques images, toutes ces campagnes négatives que nous voyons, ce sont des images qui contaminent l'aliment, et à partir du moment où l'aliment est contaminé, je ne veux plus le manger parce que je vais être moi-même contaminé par cette image négative. Bien sûr, ça marche dans l'autre sens, et là, la viande fait l'objet de beaucoup de contaminations positives. Fraser, en 1890, disait que le sauvage croit qu'en mangeant la chair d'un animal, il acquiert les qualités physiques, morales, intellectuelles de cet animal. Alors là aussi, Rosin fait l'expérience avec ses étudiants. Il prend 2 groupes d'étudiants séparés et il parle à tous les 2 d'un peuple imaginaire, les Chandorans, qui est chasseur et de tortues et de sangliers. À un groupe, il dit que les Chandorans mangent les tortues, chassent les tortues pour les manger et chassent le sanglier uniquement pour récupérer les dents et faire des bijoux. Et à l'autre groupe, il dit que les Chandorans chassent les sangliers pour les manger et qu'ils chassent les tortues uniquement pour faire des masques avec les carapaces. Et ensuite, il demande à ses étudiants, décrivez-moi ces 2 peuples. Ça marche à tous les coups. Ceux qui ont mangé le sanglier, ce seront des gens agressifs, combatifs. Alors ceux qui ont mangé la tortue, ce seront des gens qui savent très bien nager, qui sont calmes et posés. Alors là, on n'est plus dans les sauvages, on est dans 1987. Il y a aussi une image du sang qui est le souffle vital et qui est très positif pour la viande. Alors, on a des exemples qui sont actuels encore. Alors, là aussi, voilà, là, une image des Maasai. C'est une très belle image. Les Maasai ponctionnent dans le cou de leurs animaux du bétail. Ils ponctionnent le sang, ils boivent le sang de leurs animaux parce qu'ils pensent que c'est encore plus efficace pour être en forme que de manger la viande elle-même. Les Mongols de Gengis Khan ponctionnaient aussi le cou de leurs chevaux pour boire le sang de leurs chevaux parce qu'ils pensaient qu'ainsi, ils seraient aussi fougueux et rapides que leurs chevaux. Oh, vous me direz, c'est des sauvages tout ça. Mais nous aussi, il y a encore pas très longtemps, on amenait les anémiques boire aux abattoirs le sang de bœuf fraîchement tué, si ce n'est pas de la magie. Il paraît que c'était très efficace pour guérir l'anémie. Et Marie Douglas, anthropologue, nous dit aussi qu'on ne peut pas partager un aliment sans finalement être contaminé par la nature d'autrui. C'est ce qui explique aujourd'hui le succès des filières vertueuses, alors que ce soit en viande ou dans d'autres aliments. Toutes ces filières où on entend dire, on voit qu'un éleveur s'est engagé pour faire quelque chose qui pour nous est bénéfique, que ce soit la bio, bien nourrir l'animal, le bien-être animal, et à partir du moment où l'éleveur s'est engagé, il contamine positivement son animal, donc la viande va être contaminée positivement, et nous allons incorporer cette contamination positive, et nous-mêmes, nous allons devenir ce bien-être, cette bonne valeur morale qu'il y a chez l'animal. Voilà, là, c'est les abattoirs qui apparaissent, excusez-moi. Alors, l'enjeu symbolique, c'est aussi la frontière, le soi et le non-soi. La question de la séparation. Il y a un interdit universel, vous le savez, nous n'avons pas le droit de manger un autre nous-mêmes. C'est l'interdit du cannibalisme, et même dans les quelques peuplades cannibales, ils ne mangent pas n'importe qui, c'est très régulé. Nous ne pouvons manger ni le trop proche de nous, parce que ce serait finalement, c'est un interdit, ce serait nous-mêmes, et nous ne mangeons pas non plus ce qui est trop étranger, parce qu'il y aurait une contamination négative, on deviendrait quelqu'un d'étranger. Alors, ce soi et ce non-soi, comment il est défini par l'être humain? C'est soit le familier, vous savez qu'on ne mange pas les animaux familiers, on ne mange pas non plus les animaux sauvages des autres pays, on va manger ce qui est au milieu, la ferme, la forêt, le gibier, ça on connaît, c'est pas trop près de nous, mais c'est pas trop loin non plus. On ne va pas non plus manger les animaux qui nous ressemblent trop, parce qu'on ferait aussi un petit peu acte de cannibalisme. On ne va pas non plus manger les animaux trop éloignés, parce qu'un insecte, on ne sait jamais, en incorporant, on peut devenir insecte. On va manger ce qui nous ressemble, mais pas trop. C'est ce qui est comestible. Regardez comme la diététique a incorporé ces valeurs symboliques qui sont celles de l'humanité. Alors, on nous dit que la viande rouge n'est pas bonne pour la santé, qu'il ne faut pas trop en manger. Alors, regardez cette image de vache, elle est très belle, je l'ai prise sur un site, on ne le voit pas trop là, elle est magnifique cette vache, on voit un filet noir autour de l'œil, et les commentaires des internautes, c'est « Regardez, elle a des yeux de biche, on dirait qu'elle s'est maquillée, qu'elle a eu du col ». Ben moi, j'ai pas envie de manger une femme, donc la viande rouge, c'est pas très bon pour la santé. Alors, on va manger de la viande blanche qui est meilleure pour la santé. Bon, la viande blanche, ça nous ressemble encore, c'est pas des étrangers, mais enfin, bon, le cochon, ça nous ressemble moins, on n'a pas trop envie de lui faire un câlin. Donc, c'est entre les deux, c'est intermédiaire, c'est comestible, c'est bon pour la santé. La diététique nous dit, parmi les viandes blanches, la volaille est la meilleure, parce qu'il paraît que même le gras de volaille est très bon pour la santé. Je ne discute pas l'aspect scientifique, là, on est dans l'imaginaire.
Alors effectivement, vous voyez la volaille, elle me ressemble encore puisqu'elle saigne, elle a une vie un petit peu sociale comme moi, mais en même temps, je n'ai pas trop envie de lui faire un câlin. De toute façon, si je lui fais un câlin, elle me crève un œil avec son bec. Donc, elle est intermédiaire, elle peut être comestible, c'est parfait. Mais la diététique nous dit, il y a encore plus parfait, c'est le poisson qui est excellent pour la santé. Et effectivement, si je regarde un poisson, alors je le connais encore, le poisson, il me rassure, il a un corps, il a une chair, il a des yeux, il a une bouche, ça va, je peux le manger, je ne vais pas être transformé en insecte. Mais enfin bon, on est d'accord, on ne va pas lui faire un câlin au poisson, donc il n'y a aucun risque d'assimilation, d'identification. Donc je peux manger le poisson, c'est parfait, j'ai aucune culpabilité. Vous voyez comme la diététique elle-même est incluse dans la société. Alors bien sûr, l'enjeu symbolique, c'est la question de la mort de l'animal. Alors comment cette mort a-t-elle été vécue tout au long de l'histoire humaine? Chez les chasseurs, ça n'est pas un problème. De toute façon, chez les chasseurs, le combat est permanent. Si je ne tue pas l'animal, c'est l'animal qui me tue. Et comme dans la plupart des sociétés de chasse, c'est la culture animiste, tout le monde a un esprit, on communique tous entre nous. Donc pour le chasseur, l'animal a été un adversaire valeureux, il est fier de cet animal qu'il a combattu, il a gagné, et en mangeant l'animal, il va incorporer la valeur, le courage de l'animal. Et puis c'est une histoire de don et de contre-don, d'échange. Vous voyez par exemple chez les peuples des anneaux, on croit que les âmes des défunts sont rendues au maître de la forêt qui les redonne au gibier, comme ça après on peut manger le gibier. Annie Huber avait vu chez les Esquimaux, lorsque l'Esquimau tue son phoque, il demande pardon à l'animal de le tuer, il dit, tu sais, j'en ai besoin pour me nourrir, il faut que je te tue. Et quand il décède l'animal, il prend un morceau d'animal, il le remet à la nature pour que la nature reconstitue un animal. Donc c'est une relation d'égalité. Chez les éleveurs, c'est tout à fait pareil, on ne combat plus avec l'animal puisqu'il est dans l'élevage. Alors on va établir un rite qui est le sacrifice. Le sacrifice est un acte classificatoire. En tuant l'animal, toujours dans cette magie de l'imaginaire, je donne des morceaux aux dieux, je donne des morceaux aux hommes, je redonne des morceaux de la nature, on répand le sang sur l'autel, et ainsi je mets tout le monde à sa place, socialement, chacun dans son groupe sait à quelle place il est parce qu'il a mangé tel ou tel aliment. Et d'ailleurs, le sacrificateur, c'est le cuisinier, c'est le même terme. Quand le christianisme arrive, on n'a plus le droit de faire de sacrifices, mais on continue à faire des rituels qui sont des fêtes, un certain nombre de fêtes populaires autour de l'abattage de l'animal. Et de toute façon, l'animal, on le connaît, il partage notre vie du début à la fin, donc on le tue comme on l'utilise pour travailler, pour faire de la laine, ça fait partie de la vie, et la mort fait partie de la vie, c'est quelque chose de tout à fait normal. À la Renaissance, il se passe un phénomène très particulier. Vous savez, la Renaissance, c'est le début de la modernité, la découverte du nouveau monde, on sort du Moyen-Âge, et une nouvelle ère arrive. L'homme s'aperçoit qu'en devenant rationnel, en sortant de tout cet obscurantisme, il va pouvoir progresser. Donc l'homme, il y a un mouvement d'élévation vers l'esprit, ce que Norbert Elias a appelé la civilisation des mœurs. Et l'homme va commencer à tout faire pour montrer qu'il n'est plus un animal, mais qu'il est un homme. C'est l'époque où on commence à lever le petit doigt, ne plus s'essuyer avec la nappe, mais avec une serviette. On devient distingué, c'est la distinction sociale. Au Moyen-Âge, on a porté l'animal entier à table. C'est fini, on laisse la cuisine découper l'animal parce qu'on ne veut plus savoir que c'est un animal entier. Et comme ça, au fil des siècles, après, on va le découper même plus à la cuisine, on va le découper dans les usines. Comme ça, on fait ce qu'on appelle une réification de l'animal. On ne mange plus un animal, on mange un objet. Ça nous permet de dire qu'on est distinct de l'animal. On arrive aujourd'hui à une condition extrême, c'est que nous sommes la première génération, enfin du moins les jeunes, à ne jamais avoir connu une ferme. Et ça, les sociologues disent depuis une dizaine d'années, attention, il va y avoir des changements de paradigme. Les jeunes n'ont jamais vu un animal à la ferme, donc ils ne peuvent pas savoir ce que c'est qu'une mise à mort. L'animal industriel, personne ne l'a jamais vu, on ne le connaît pas, on ne l'a pas touché, on n'a pas été en contact avec lui. Et pour évaluer ce que c'est que le bien-être ou le mal-être, le mangeur, finalement, il se réfère au seul animal qu'il connaît, qui est son petit chien, son petit chat, qui est sur ses genoux, et dont il croit qu'il est semblable à lui. Donc évidemment, comme le dit un mangeur dans une étude que j'ai faite il y a quelques années j'avais travaillé sur les évictions de produits laitiers, pareil, encore un peu le même genre de phénomène, tuer des animaux, ça m'embête. Surtout si je pense à mon chat ou à mon chien, ça m'embête quand même. Une très belle phrase de Jean Trémolière, qui a été un grand nutritionniste et qui nous a alertés sur le fait qu'en évacuant le sacré de nos vies, notamment de l'alimentation, eh bien, nous disions qui nous voulions être, et finalement, nous reléguons ce sacré au rang de la barbarie. C'est moi qui ai rajouté la viande, mais parce qu'on peut l'appliquer à la viande aussi. Nous avons enlevé le sacré de la consommation animale, et nous sommes bien pauvres pour pouvoir penser cet acte.
Alors cet animal qu'on tue, il a le même souffle que nous, il respire, il a le même sang, il a la même vie sexuelle, donc c'est vrai que ça pose quand même problème. Certains auteurs pensent que l'exigence de bien-être animal, alors soyons d'accord, elle est tout à fait légitime, et vous êtes les premiers à le dire, mais l'exigence dans sa face militante, radicale, extrémiste, certains auteurs pensent que, en fait, elle compense la culpabilité de tuer un autre soi pour manger, puisque l'animal, finalement, ce chien, ce sage, c'est moi. Donc on pense que l'animal d'élevage, c'est pareil. Les psychanalystes nous ont dit depuis longtemps que la culpabilité à manger de la viande est liée à la culpabilité du meurtre symbolique. Vous savez depuis Freud que lorsqu'on devient adulte, on doit tuer symboliquement son parent. Tuer, c'est un meurtre, mais c'est symbolique, bien sûr. Et un certain nombre de gens n'arrivent pas à le faire parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont vécu une enfance difficile, ils sont culpabilisés. Et souvent, c'est associé à la culpabilité de manger de la viande, donc sous-entendu de tuer un animal. Je me suis intéressée c'est un long travail, je me suis intéressée pour faire cette présentation aux commentaires de la pétition qui circule actuellement sur Internet qui demande la création d'un ministère aux droits de l'homme animal. J'ai regardé les commentaires, il y en a des milliers, j'ai commencé à les faire des copier-coller, c'est très très intéressant. Alors il y a de tout, et il y a notamment un certain nombre de commentaires qui disent « Oui, l'espèce humaine, elle est barbare, c'est la pire, supprimons-la, il y en a marre, etc. » Moi, en tant que... Moi, je respecte tout à fait. Pour moi, j'entends ça. J'entends ce discours. En tant que sociologue et aussi en tant que nutritionniste que je suis et qui fait des consultations, qui écoute des gens me parler de leur vie, je me dis, mais pour rejeter l'espèce humaine, pour dire que soi-même, je ne veux plus faire partie de l'espèce humaine, quelles sont les souffrances, les blessures d'enfance qu'il y a derrière tout ça qui fait que nous, adultes, nous ne voulons plus nous intégrer dans cette espèce humaine, nous n'arrivons plus à lui pardonner le mal qu'elle nous a fait. Il est quand même intéressant de rappeler qu'au tout début, les sociétés de protection animale, dans une époque où on n'avait pas toutes ces problématiques, étaient tout à fait d'accord, elles approuvaient l'abattage en usine des animaux, comme on le fait aujourd'hui dans les élevages, et elles approuvaient aussi les chambres à gaz pour les chiens qui étaient récupérés dans la rue. Donc vous voyez, tout dépend des époques, rien n'est obligatoire comme pensée. Je voudrais maintenant aborder un autre aspect de la consommation animale qui a été mis en lumière par Freud, mais que là aussi les ethnologues connaissent depuis très longtemps, qui est l'érotisation de l'aliment, et notamment l'érotisation de la consommation de chair dans toutes les civilisations humaines. Comme le dit si joliment Michel Tournier, quand je dis j'aime la viande, j'aime la chair, c'est le mot aimer qui est important. Alors là, je pourrais vous en mettre des tonnes. Lévi-Strauss, le grand sociologue, en 1962, constate une analogie très profonde partout dans le monde entre les interdits sexuels et alimentaires, c'est-à-dire on ne mange pas un partenaire trop proche parce que c'est un inceste, et on ne mange pas un partenaire trop éloigné parce que c'est coucher avec un étranger en quelque sorte. Alors par exemple, chez les Yoruba, sur la photo, c'est le même mot qui dit manger, épouser, acquérir. Chez les Charanawa au Pérou, les femmes ne couchent pas avec les hommes s'il n'y a pas de viande à manger et elles leur demandent d'une manière très sexuelle d'aller à la chasse rapporter de la viande à manger. Et nous-mêmes, on peut dire c'est les sauvages, nous aussi, vous connaissez tous tout ce vocabulaire d'argot, il nous fait rire, mais voyez comme finalement il est très profond ce vocabulaire. Je consomme de la chair fraîche, la créature dont je suis amoureuse, c'est de la chair fraîche, elle est appétissante, je la dévore des yeux. Elle va passer à la casserole, je vais te manger tout cru, et je vais te croquer à pleines dents, parce que je vais consommer le mariage. On consomme le mariage, extraordinaire. Et bien entendu, comme dans l'activité sexuelle, il y a des interdits, parce qu'on peut avoir peur d'un désir si fort. Alors, ces interdits, par exemple, chez les Grecs, les sectes en Grèce ancienne, par exemple, celle de Tatien condamne finalement les trois consommations alimentaires passionnelles qui font peur, c'est l'alcool, la viande et le mariage. Ouzio, qui a étudié la notion de chasteté dans le christianisme, constate que chez les moines, la sexualité est considérée comme la voracité et la consommation de viande, comme un comportement bestial contraire à la dignité divine que Dieu a donnée à l'homme. Donc il ne faut pas consommer de viande comme il ne faut pas avoir d'activité sexuelle. Et ce qui est absolument passionnant, c'est que la femme fait peur, pas tellement à cause du désir sexuel, mais du fait qu'elle a des menstruations, elle perd du sang, et que le sang, c'est le même sang que celui des bêtes, donc il y a un interdit entre la femme et le sang.
Cet interdit qu'on retrouve aussi en Suisse, par exemple, où les métiers de la boucherie, alors je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais enfin pendant très longtemps, ils ont été interdits aux femmes parce que la femme a des menstruations, donc il y a un interdit du sang pour que la femme puisse faire un métier où elle fait couler le sang. Je vous rappelle aussi pour mémoire en 1972 ce dramatique accident dans les Andes où une équipe de rugby s'est retrouvée, l'avion qui s'est écrasé, ils se sont retrouvés pendant plusieurs semaines dans un sommet enneigé, ils n'avaient plus rien à manger, donc en désespoir de cause, ils ont décidé d'un commun accord de manger les cadavres en attendant que les secours veuillent bien venir. Les sociologues se sont précipités pour voir ce qui s'était passé et en fait, c'est incroyable, ils ont appliqué à la consommation de cadavres humains les mêmes règles que l'interdit sexuel, c'est-à-dire ne pas consommer de membres de leur même famille et ne pas manger leur propre femme. C'est magnifique, d'un point de vue scientifique. Dernier aspect, dernier enjeu de la consommation alimentaire, c'est l'enjeu social. Se nourrir d'un animal, on ne le fait pas tout seul, notamment les animaux, il faut les chasser, il faut les découper, les préparer. Donc c'est créateur de liens, on le voit déjà, Jeanne Goudal, la spécialiste des chimpanzés, avait déjà vu chez les chimpanzés, lorsqu'un chimpanzé a tué un petit babouin par exemple, il y a toute une négociation de rapports de force, et ça crée des négociations entre le dominant, le dominé, le don, le contre-don, l'échange, et ça on le voit chez l'être humain aussi. Tous les préhistoriens sont d'accord pour dire que toutes ces activités de chasse ont été vraiment fondateurs des liens sociaux humains. Alors le problème aujourd'hui, je fais un peu des raccourcis, je n'ai pas le temps de, bien sûr, le problème aujourd'hui c'est que la filière de viande elle agit seule. Les usines sont loin, personne n'y a accès, on ne sait pas ce qui se passe, c'est complètement déconnecté du groupe social. Et puis à l'autre bout, le mangeur, il est tout seul, conscient de sa viande tout seul, puisqu'elle a été découpée par l'usine. Donc il achète son morceau pour lui tout seul, dans son emballage, et il le mange tout seul à la maison, parce qu'il n'y a plus de grands repas collectifs. Donc ça, c'est vraiment un problème très très important, qui peut expliquer tous ces questionnements. Si la consommation alimentaire, notamment la consommation de viande, est symbole d'intégration dans le groupe social, à l'inverse, est-ce que la non-consommation de viande est un symbole de sortie de l'ordre social légitime? Tout à fait. Alors, le Lévitique lui-même dit, celui qui transgresse la loi alimentaire sera retranché de son peuple. Vous vous rendez compte, c'est grave de ne pas manger comme les autres. J'ai retrouvé sur Internet ce cours sur le végétarisme absolument extraordinaire en 1990, où un monsieur Denis Blood, qui est végétarien lui-même, donc il sait de quoi il parle. Alors, dans la table des matières, voilà ce qu'il y a dans la table des matières. Le terrorisme alimentaire par l'occultation dominance, il appelle par là la consommation de viande. Le végétarisme face à l'anthropophagie du tiers-monde par les riches, parce que là aussi, comme dans toute la consommation alimentaire, il y a aussi la culpabilité, le Nord qui est obèse et qui mange le Sud, qui affame le Sud en devenant obèse. Et il dit, ce n'est qu'un extrait parmi d'autres, vous voyez, il dit, le végétarien répugne naturellement en leur enlevant dans un cadre social, même fraternel, il accepte de telles contraintes, mais simplement pour propager sa conviction profonde. Et c'est de quoi il parle. Et il y a un certain nombre d'études qui ont été faites, il faudrait en faire d'autres parce que c'est intéressant. Le végétarien, le vegan, ce n'est pas un être comme ça unique, éthéré, virtuel. C'est une distanciation socialement construite, nous disent les sociologues. Notamment, il y a deux types de personnes qui adoptent les régimes sans viande. Ce sont, moi je l'ai vu aussi dans les régimes anti-lait, c'est à peu près pareil, une resocialisation positive après un échec. On a eu un échec dans sa vie, on a été coupé du groupe social, et en retrouvant la mouvance végétarienne, par exemple, on retrouve une vie sociale. Ils ont une vie sociale très animée, il y a un lien social très fort, donc on se sent revivre. Et ça peut être aussi pour certains une protestation contre ce qu'on considère être les pratiques du groupe dominant. Donc vous voyez, c'est tout à fait quelque chose de socialement déterminé. Il y a une autre étude qui montre que les personnes qui adoptent les alimentations sans viande sont souvent des personnes qui ont un haut statut intellectuel, mais qui ont un métier qui est plus bas socialement que ce qu'elles mériteraient par leur statut intellectuel, donc une frustration. Et là, elles retrouvent dans ce militantisme une nouvelle identité sociale. 2/3 des végétariens sont des femmes, pour des raisons qui n'ont pas grand-chose à voir avec les débats officiels. Alors le refus tuer, parce que la femme donne la vie, donc elle n'aime pas tuer. La pureté, qui est toute la pureté symbolique. La peur du gras. Là aussi, le refus de la viande, ça a été pendant très longtemps, ça l'est encore. La minceur, l'esthétique, on ne mange pas gras, et donc les produits animaux sont gras. Enfin, ils le sont moins maintenant, mais à l'époque, ils l'étaient. Et aussi le refus de la domination masculine par la chasse. Je ne résiste pas au plaisir de vous donner les dernières nouvelles people.
de la plus belle femme du monde, Gwyneth Paltrow, qui est passée au végétarisme sous l'influence de Leonardo DiCaprio. Vous voyez, maintenant le végétarisme devient chic. Et alors, cet article est extraordinaire parce que le journaliste nous dit qu'elle est sensible à la condition animale, donc elle a arrêté de manger de la viande, mais quand même pas tout. Elle continue à manger de la viande blanche, bien qu'elle soit contre l'élevage de masse. C'est extraordinaire. Quel est le rapport? Donc la viande rouge, c'est pas de l'élevage de masse. Il y aurait que la viande blanche. C'est complètement irrationnel d'un point de vue politique, sauf si on pense que c'est une femme. Et comme je vous l'ai dit, la femme, elle veut bien consommer de la viande blanche, mais pas la viande qui saigne. Donc derrière un argument apparemment politique, en fait, on a aussi une symbolique inconsciente. Alors, hop, voilà le beau Leonardo. Alors là aussi, ce sont des problématiques vraiment modernes, parce que les peuples végétariens historiques, les 2-3% du peuple végétarien, qui sont les hindous, hein, c'est encore pas tous, les peuplades végétariennes en Inde, elles, ça ne les gêne pas du tout la consommation de viande. Elles y trouvent même un intérêt financier, puisque quand elles ont fini de traire leurs vaches pour boire le lait, elles les revendent aux peuples voisins qui mangent de la viande. Elles savent très bien ce qu'elles font, elles en tirent un bénéfice, et tout le monde vit très bien et en très bon voisinage social. Je voudrais ne pas terminer cet exposé sans relever ce qui a été dit tout à l'heure. Il faut vraiment approfondir ce sujet. Qui gagne à ce que l'on consomme moins de viande? Pas seulement les associations qui font des adhérents. Il y a un secteur qui va encore, peut-être, si on le laisse faire, plus gagner. Vous avez sans doute vu la dernière émission sur Capital. Ce sont les producteurs de végétaux. Le végétal, ça coûte pas cher du tout à produire. Alors, il y a deux solutions. Soit on vend ces fameux substituts de viande, que sont ce qu'on appelle maintenant les viandes végétales, qui existent depuis longtemps dans les magasins bio, les saucisses au gluten, etc. Alors, soit on les vend pas cher, et ça permet de résoudre des problèmes liés au manque d'argent. Le débat qui a lieu aujourd'hui sur la consommation de viande dans les cantines, alors on dit oui, c'est l'écologie, c'est le halal, donc on va proposer des menus végétariens, comme ça, ça va arranger tout le monde. Non, mais en fait, c'est tout simplement que les cantines, elles sont au bord de la faillite, et qu'en proposant des beefsteaks végétaux, elles les vendent, de toute façon, le prix du repas est toujours le même, et au lieu de dépenser 5 €, elles vont dépenser 2 €, et elles éviteront de faire faillite. C'est aussi basique que ça. Dans la restauration, c'est pareil. Moi, je me souviens une fois avoir mangé j'étais un colloque à l'Assemblée nationale, on mangeait à midi dans un petit restaurant, j'étais avec une collègue, enfin, c'est pas une collègue, une personne que je connaissais pas, mais on voulait discuter. Elle m'entraîne, me dit, viens, j'ai un petit restaurant végétarien qui est sympa. Bon, je voulais discuter avec elle, donc allons-y pour manger une salade. Et j'arrive à ce restaurant végétarien. Nous avons mangé pour 20 € un menu où il n'y avait que du végétal. C'est-à-dire une salade, des légumes, un petit peu de blé ou de boulgour, une tarte aux pommes. 20 €. Alors moi, je me lançais là-dedans, hein, je gagne un peu plus d'argent. Voilà. Et puis, on peut encore faire mieux. On peut produire ce végétal qui ne coûte rien et le vendre très cher, puisque c'est à la mode d'être végane. Vous avez vu sans doute dans cette émission la fausse viande végétale, qui entre nous soit dit, c'est très amusant que ce soit les mouvements écologistes qui la propagent, parce qu'il n'y a rien de plus chimique que la viande végétale, c'est vraiment une composition artificielle totale. Cette viande chimique, elle est vendue très cher. Alors, j'ai fait une capture d'écran tout simplement dans l'émission de Capital, voilà. C'est très simple, un beefsteak haché pur bœuf coûte 5 € à produire au kilo. Le même steak végétal coûte 2,50 €, moitié prix, et à la revente, le steak animal est vendu 14 € le kilo, et c'est du charolais, hein. Encore il est cher parce que c'est du charolais, et le steak végétal est vendu 17,30 € le kilo. Et là, il y a de quoi effectivement motiver pour faire signer des pétitions contre la consommation de viande. En conclusion, ce qu'on peut tirer de tout ça, c'est qu'il y a deux grandes lignes de force qui ont accompagné l'humanité depuis ses débuts. Alors je m'excuse parce que ça s'est déplacé. D'une part, le désir de viande, l'envie de manger de la viande, c'est dans toutes les civilisations, tous les discours que récupèrent les ethnologues, il y a vraiment cette envie de manger de la viande qui est toujours au centre de la consommation alimentaire. Et en même temps, ce questionnement de la mise à mort de l'animal, mais qui, vous le voyez, a toujours été résolu dans les différentes civilisations selon les cultures. Comme dit Jean-Pierre Poulain, le grand sociologue, ce n'est pas tellement l'anxiété qui fait problème, mais sa mauvaise régulation. Le monde a beaucoup changé depuis les 30 Glorieuses. Nous sommes aujourd'hui dans l'ère du Web 3. Nous sommes dans l'ère de l'abondance, de nouvelles pratiques alimentaires. Ce ne sont plus les mêmes proportions, les mêmes repas, les mêmes liens sociaux. Il y a de nouveaux rapports à inventer. Il ne faut pas qu'on reste sur les anciennes pratiques alimentaires. Il faut en inventer de nouvelles. Et j'attire aussi votre attention très rapidement. Ça a été dit et j'en suis très heureuse.
sur le nouveau monde de la communication. Nous ne sommes plus dans le monde de la communication marketing verticale, par affiche, article, etc. Nous sommes dans le monde de l'ère numérique. C'est une communication transversale, c'est le Web 3. Le consommateur agit. Il y a des hackers qui peuvent vous détruire des entreprises en 8 jours en intervenant sur le net. Donc il faut en tenir compte de ça. Il faut changer les modes de communication. On n'a plus à communiquer au consommateur, on a à dialoguer avec lui, à le faire entrer dans le dialogue pour que lui-même soit d'accord avec ses propres comportements. Pour conclure, je donnerai 2 grands axes. Le premier axe, c'est tout simplement de considérer que la vente la vente de viande, c'est la vente d'un produit comme n'importe quel produit commercial, pas tout à fait, mais quand même, ce sont les mêmes règles commerciales, les règles marketing. Donc, comme n'importe quelle évolution de produits alimentaires, il y en a beaucoup qui ont subi des évolutions, eh bien, il faut faire des études. Quelles sont les nouvelles demandes de produits, quelles sont les nouvelles demandes des consommateurs, et comment on peut faire évoluer les propositions de produits pour répondre aux attentes des consommateurs. Et je voudrais dire aussi, je voudrais vous mettre en relief aussi, que depuis un siècle, vous avez quand même fait une révolution dans l'élevage. Quand on pense aux fermes de nos grands-pères, moi j'ai eu un grand-père qui avait un petit élevage de cochons dans sa ferme. Il a fait faillite parce que les cochons un jour ont mangé des aliments avec des bactéries, et les cochons sont morts en 8 jours. Ça c'était il y a un siècle. Vous avez fait une véritable révolution. C'était pas facile, même mentalement, de passer au petit élevage de ferme aux usines qu'on voit aujourd'hui avec toute la technologie là. C'était une véritable révolution mentale, et vous avez été capable de la faire. Donc je pense qu'aujourd'hui vous avez aussi cette capacité, à la fois les énergies et la capacité humaine, de mettre en œuvre une autre révolution qui va être la révolution de comprendre les nouvelles attentes des consommateurs, de pouvoir dialoguer avec eux et de pouvoir vous y adapter. Et je voudrais enfin, avec un petit trait d'humour, conclure en disant que Freud, il y a un siècle, a montré que contrairement à ce qu'on disait depuis très longtemps, la sexualité, ça ne rend pas malade, ça ne détruit pas la nature, ça n'est pas mauvais pour la santé ni pour la planète. Donc il nous reste aujourd'hui à trouver le nouveau Freud de l'alimentation pour nous libérer. Je vous remercie.